Bienvenue sur Mathérapie. Dans le cadre du chapitre sur la statistique à deux variables, nous allons étudier aujourd'hui la covariance. La covariance, notée cov xy pour les deux variables x et y, est la moyenne arithmétique des produits des écarts de chaque valeur de xi par rapport à sa moyenne et de chaque valeur de yj par rapport à sa moyenne. Cov xy est donc la double somme des nij des produits des écarts xi moins x moyen fois yj moins y moyen, le tout divisé sur l'effectif total. Donc, dans le cadre de la covariance, ce qui est important, c'est que nous sommes en train d'utiliser un outil qui tienne compte à la fois des écarts par rapport à la première variable choisie x et par rapport à la seconde y. Cette définition est très difficile à utiliser en pratique lorsque l'on calcule avec une calculatrice. Si vous utilisez un tableur, vous pouvez l'utiliser tel quel pour stocker les informations intermédiaires. Mais il faut savoir que pour chaque écart, vous allez peut-être obtenir un nombre avec des décimales. Vous serez amené à introduire dans la mémoire de votre machine ces nombres, le produit de ces nombres. Vous allez très vite arriver à saturation de la mémoire de la machine. Nous avions exactement le même problème avec la variance lors d'une étude statistique à une variable. Je vous invite à revoir cette vidéo sur les paramètres de dispersion. Alors, ce qu'on avait fait avec la variance, nous allons le faire aujourd'hui avec la covariance. Nous allons essayer de sortir les moyennes x notées avec une barre et y avec une barre de la double somme. Pour le faire, nous allons tout d'abord distribuer à l'intérieur de la double somme le nij et la double distributivité pour obtenir ceci. Alors, à partir de ce moment, à l'intérieur de la double somme, nous nous retrouvons, après distribution du nij, sur chacun des quatre termes, nous nous retrouvons avec quatre petites sommes, comme ceci. Nous allons donc pouvoir maintenant nous retrouver avec quatre doubles sommes pour les quatre termes se trouvant à l'intérieur. Alors, la première double somme des nij, xi, yj. Pour les i variant de 1 à cx et les j variant de 1 à cy, que l'on divise par l'effectif total grand N. Il ne variera plus jusqu'à la fin. Par contre, pour la deuxième, le y moyen étant une constante, il peut sortir et se mettre en évidence devant les symboles des doubles sommes. Et il est à noter que nous allons maintenant pouvoir retravailler, et nous ferons la même chose pour les suivants, nous allons maintenant pouvoir retravailler la somme des j allant de 1 à cy et nij et la définition de ni. Nous nous retrouvons avec une simple somme. Même chose pour le troisième terme, la somme des i allant de 1 à cx et nij, c'est la définition de n'j. Et donc, nous allons pouvoir utiliser la définition de la moyenne selon x et selon y pour pouvoir simplifier le deuxième terme. Donc, le deuxième terme devient y moyen fois x moyen. Le troisième terme devient x moyen fois y moyen. Il est à noter que la double somme des nij dans le quatrième terme, c'est la définition de l'effectif total grand N. Il se simplifie et nous obtenons la forme pratique de calcul pour la covariance. Donc, à savoir la double somme des i évoluant de 1 à cx, j évoluant de 1 à cy, nij, xi, yj, le tout divisé par l'effectif total, moins le produit des moyennes x moyen fois y moyen. Donc, en développant ce calcul et en faisant varier i de 1 jusque cx et j de 1 jusque cy, on obtiendrait une notation beaucoup plus fastidieuse que celle employée avec les doubles symboles sommatoires. Donc, on obtiendrait 1 sur n, ouvrez les grandes parenthèses ou les crochets, n11 x1 y1 plus n12
x1, y2. Vous voyez à quel point c'est fastidieux jusqu'à ce qu'on arrive au dernier produit des NIJ x, i, y, j. On referme les crochets et on retire le produit des moyennes x moyen fois y moyen. Donc en pratique, nous allons réutiliser le tableau. Donc ici, je vous renvoie vers les vidéos d'introduction de ce chapitre. Je vais travailler tout d'abord avec le tableau compacté pour bien comprendre le principe. Donc on repère en x 3 tailles. Donc x1, 1,34 m, x2, 1,52 m, x3, 1,73 m et 4 poids de 51 à 89 kg. Le x1 vaut 134, y1 51 et n11 20. Il y a 20 élèves dans cette école qui mesurent 1,34 m et qui pèsent 51 kg. Je vais donc, dans mon calcul de covariance, être amené à calculer chacun des produits NIJ, XI, YJ. Donc le premier, calculer 20 fois 134 fois 51. Je passe à la valeur suivante de J pour obtenir 22 fois 134 fois 63. Ensuite, j'obtiens 2 fois 0 puisque les N, IJ associés sont nuls. Et puis je passe à la valeur suivante de I, c'est-à-dire 2. Et je calcule 55 multiplié par 152 fois 51. Et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive à la dernière valeur, c'est-à-dire qui correspond à un i valant 3 et un j valant 4, pour obtenir 30 fois 173 ou 173 fois 89. Je vais noter les résultats intermédiaires dans un nouveau petit tableau. Donc je remplace le 20 par son produit, donc c'est-à-dire le produit de 20 fois 134 fois 51, à savoir 136 680. Ainsi de suite jusqu'au dernier produit qui vaut 461 910. Et maintenant que j'ai chacun des termes de la somme, donc puisque j'ai 3 valeurs de i et 4 valeurs de j, je vais avoir 3 fois 4, je vais avoir 12 termes dans ma double somme. Je peux les additionner soit suivant les x, donc suivant les i, variant de 1 à 3, soit suivant les y, variant de 1 à 4, comme ceci. Donc je peux compléter un sous-total dans une dernière colonne. Donc le 322 404 correspond à la somme de 136 680 plus 185 724, et ainsi de suite, ou je pourrais fonctionner en ajoutant une dernière ligne. Il est toujours astucieux dans ce genre de calcul de faire les deux démarches, histoire de voir si on n'a pas fait une petite faute de frappe à la machine. La double somme vaut par conséquent 17 61 171. Attendez, parce qu'il y a beaucoup de nombres, donc c'est... Oui, si, 17 106 171 ou 171. Cette double somme, je vais être amené à la diviser par n. Donc là, par souci de cohérence, je vous livre les détails complets des calculs de la covariance pour le tableau où nous n'avions pas regroupé les valeurs. Donc nous n'obtenons pas les mêmes réponses et nous verrons que ça aura une influence dans la suite des calculs sur les décisions que nous aurons à prendre. Donc toujours pour reprendre maintenant le petit tableau, nous reprenons nos 17 106 171, on les divise par l'effectif total de 1517 et on retire le produit des moyennes que nous avions calculé séparément dans une vidéo précédente, donc de 168,24 fois 66,83 pour le poids. Ça nous fait une covariance de 33,21. En procédant de la même manière avec le tableau complet, on obtenait une covariance de 40,35. Notez que comme pour la variance, la covariance n'est qu'un outil intermédiaire de calcul. Avec la variance, nous en extrayons sa racine carrée pour obtenir l'écart type qui était beaucoup plus parlant comme paramètre de dispersion. Pour la covariance, nous allons travailler avec un coefficient de corrélation linéaire. Alors, puisque la covariance n'est pas obtenue par une somme élevée au carré, nous n'allons pas en extraire sa racine carrée, mais simplement tenir compte de la dispersion par rapport à x
et par rapport à Y en la divisant par le produit des écarts-types respectifs. Donc avec le tableau compacté, et je vous renvoie vers le calcul des paramètres de dispersion des deux variables séparées de la vidéo précédente, on obtient un coefficient de corrélation linéaire de 33,21 divisé par 9,84 fois 7,26 qui nous fait 0,46, soit 46%. Avec le tableau complet, on obtiendrait 71 ou 71%. Alors, hors programme, on peut démontrer que ce coefficient de corrélation linéaire vient se placer entre 1 et moins 1. La valeur absolue du coefficient de corrélation nous livre la force du lien qui unit les deux variables. Donc sur une échelle entre 0% et 100%, quand je travaille avec mon coefficient de corrélation linéaire en valeur absolue, c'est un peu comme la cote à un examen. Quand on a 50%, c'est moyen, 100%, c'est parfait, 0%, c'est nul, on est faible quand on a 25%, on est fort quand on a 75 ou 75%. Ensuite, on peut utiliser toute une série de qualificatifs intermédiaires. Pour 82%, on pourrait dire que c'est très fort. Pour 12%, c'est très très faible, quasiment nul. C'est simplement utiliser dans une conversation mathématique un adjectif pour qualifier cette corrélation linéaire qui représente, je viens de vous le dire, la force du lien qui unit deux variables. Il est à noter que lors du choix de ces deux variables dans une étude statistique, si le lien est très très faible, voire quasi nul, il n'y a pas lieu de poursuivre cette étude, elle n'aurait aucun sens. Nous choisirions à ce moment-là deux autres variables dont on cherche à, à mesurer la force du lien qui les unit. Alors, je vous représente différents petits graphiques. Il y aura une vidéo suivante pour parler de cette représentation graphique. Donc, si on place la variable x en abscisse, la variable y en ordonnée, nous venons placer chaque point de mesure, donc chaque point de relevé dans un graphique, nous pouvons voir une certaine cohérence dans cette représentation. Si les points tendent à se rapprocher, donc dans ce cas-ci d'une droite dessinée en rouge, on parlera de régression linéaire. On va remplacer le nuage de points par une droite, on en parlera dans une vidéo suivante. Si les points se retrouvent fortement regroupés autour de la droite, comme le graphique en haut à gauche, on parlera d'une corrélation linéaire forte et on y associera un coefficient de corrélation linéaire. Alors la pente de la droite étant négative, ce coefficient sera négatif de par exemple moins 0,8. Donc 80% de corrélation linéaire. Si les points ont une tendance quand même dessinée sous la forme de l'allure d'une droite, mais s'en écarte un peu plus, on aurait par exemple un coefficient de corrélation linéaire toujours négatif de moins 0,5. Si les points maintenant affichent une tendance très très faible, donc sont un peu éparpillés partout sur le graphique, mais on voit quand même l'allure d'une droite, on aurait par exemple moins 0,3. En bas, si les droites ont une pente positive, nous aurons le même genre de coefficient de corrélation linéaire, mais positif. Donc par exemple, pour la forte, nous aurons 0,9, pour la moyenne, là, 0,4, et la dernière, faible, voire très faible, 0,2. Jusqu'à présent, nous avons commenté les effets d'une contraction d'un tableau de données sur l'erreur commise. S'il est tentant de travailler avec le tableau compacté, et on a vu dans les calculs qu'il était très tentant de réduire ces calculs au maximum pour gagner du temps, on va perdre de l'information, et dans ce cas-ci, cette information, nous avons deux coefficients de corrélation linéaire, donc avec le tableau compacté, nous obtenons 46%, donc c'est très moyen comme coefficient de corrélation linéaire, alors que avec le tableau total, on aurait 71, donc 71%. C'est donc tout à fait ici intolérable de comprimer autant les données. Alors, il est quand même à noter
avec ces 71, ces 71%, que en ce qui concerne la taille et le poids, depuis le début de cette étude, nous avons commis une erreur fondamentale, mais qui n'a rien à voir ici avec les mathématiques. Donc, c'est volontaire de commettre cette erreur. Nous avons regroupé tous les élèves de l'école de même sexe pour réaliser l'étude. Or, je vous renvoie vers une autre vidéo en statistique concernant les percentiles et qui correspond à la taille et au poids d'un enfant et d'un adolescent. Et il faut toujours séparer les filles des garçons car ils ne suivent pas les mêmes courbes de croissance. Donc ici, si ces résultats de 71% semblent quand même encore moyens, si on avait séparé les deux, on arriverait à des résultats très fortement liés de l'ordre de 85 à 90%. Donc, en fin d'étude statistique, nous reviendrons sur des conclusions qui seront encore plus sévères que celles que nous venons de faire maintenant quant à la compaction du tableau. Je vous retrouve maintenant dans une prochaine vidéo pour vous montrer graphiquement comment va s'organiser cette régression linéaire. Donc, à bientôt sur Mathérapie. Au revoir.